Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Jet de Luxe, décollage avec une personne que vous connaissez toutes et tous bien évidemment. Bon, quand on voit sa tête, en général, c'est qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, il m'a fait beaucoup rire avant de lancer l'émission parce qu'il m'a dit, quand on me croise, en général, on sait qu'il y a un mort quelque part. C'est vrai, c'est un peu ça. Il s'appelle Dominique Rizet. Et oui, bonjour Dominique, merci d'être avec nous. Bonjour Jordan. Très content. Alors, c'est quoi cette histoire que vous m'avez racontée juste avant l'émission? Jet, hein, c'est sympa, ça vous plaît? Ouais. On va pas se cracher là normalement, j'espère que tout va bien se passer. Normalement. Mais moi, je sais voler, donc... oui, vous avez votre permis de pilote? Oui, j'ai mon permis de... Mais non, c'est pas vrai. Ah ouais, d'accord. Bah, je sais pas, moi. Du parachutisme. Ouais, bah attendez, parce que vous savez pas ce qu'il m'a raconté avant l'émission. Vous avez votre permis de chasse, c'est vrai? Ouais, oui. Vous chassez, vous êtes un chasseur. J'ai passé mon permis de chasse à 16 ans. Ouais. La première année où on passait le permis de chasse. Avant d'aller à la préfecture, et on achetait son permis de chasse. Moi, je l'ai passé, c'est la première fois. Donc avec des diapos. Ouais, je suis un chasseur. J'avais un port d'armes. Alors, c'est pas un port d'armes, c'est une détention d'armes. Le chasseur, il a son permis de chasse, et avec son permis de chasse, il peut acheter des armes de chasse. Fusil, carabine. D'accord. Et donc, il les détient chez lui, il est censé avoir un coffre-fort, scellé dans le mur. Ça, c'est le chasseur. D'accord. Et on prend son arme de chasse, on la transporte de son domicile à son lieu de chasse, dans une housse fermée, les cartouches à côté. D'accord. Ça, c'est la chasse. Le tir sportif, je fais aussi du tir sportif. D'accord. J'ai des armes de poing. Ah oui, je suis armé, moi. Et donc, j'ai des armes de poing. Donc, je suis inscrit dans un club de tir, police. Et donc, j'ai une détention d'armes pour faire du tir sportif. Donc, j'ai les mêmes armes que des policiers, voilà, des Glock, des Smith & Wesson, des Walter PPK, des armes, des pistolets, des revolvers, et que j'ai le droit de garder chez moi dans un coffre fermé. D'accord. Et je transporte entre mon domicile et le club de tir. Vous avez combien de flingues chez vous, Dominique Rizet? Je dois avoir une dizaine d'armes de chasse et 3-4 armes de poing. Ah ouais, d'accord. Donc plus les cartouches. Ah oui, d'accord, ok. Là, je peux tenir un siège. On s'enferme dans l'avion avec mon matériel. C'est incroyable. Et si jamais quelqu'un vient vous cambrioler, est-ce que vous avez le droit de vous servir de ces armes, Dominique Rizet? Alors, quand on est en légitime défense, oui, on peut s'en servir. C'est-à-dire que personne n'a rien à faire chez vous en pleine nuit. Donc, vous n'êtes pas censé tuer la personne, mais si la personne vous agresse et que vous avez votre arme et que vous lui tirez dessus, vous allez être mis en examen, placé en détention, certainement, pour homicide volontaire ou involontaire, placé en détention, mais avec un bon avocat, vous sortez. D'ailleurs, c'est normal. Alors, les gens pensent qu'il faut inventer un truc. Non, on n'a pas le droit de tirer sur quelqu'un chez soi. C'est absolument faux. Personne n'a rien à faire chez vous, dans votre domicile, en pleine nuit, alors que vous dormez. Vous avez le droit de vous défendre, bien sûr. Est-ce qu'il est vrai en danger? Oui, bien sûr, si votre vie est en danger. Est-ce qu'il est vrai qu'il faut faire une sommation avant de tirer sur quelqu'un? Alors non, ça c'est pour les gendarmes, pour les forces de l'ordre. D'accord. Les forces de l'ordre, c'est halte gendarmerie et on tire. Mais non, chez vous voulez pas, on peut pas dire halte Rizet. Non, c'est monsieur. Bon, je vais pas tirer sur n'importe qui, hein, évidemment. Puis d'ailleurs, je vais tirer sur personne. Mais je crois que 3 balles dans le plafond, ça va faire partir le malfaiteur. Est-ce que vous sentez qu'on va passer une bonne émission? Moi, je le sens, chers amis. C'est parti avec Dominique Rizet, le Jet de Luxe. Voici le programme, cher Dominique. Avec, dans un premier temps, l'identité du passager. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous, cher Dominique, d'où vous venez, l'enfance, tout ça. Alors, ce que vous voulez dire, hein. Je veux pas que vous me mettiez un coup de flingue sur vol de la carrière, évidemment, de Dominique. Le check-up de la santé pour savoir si tout va bien, mais j'ai l'impression que vous faites très attention à vous. Je le sens, en tout cas. Surprise du pilote. C'est notre petit Silver qui viendra vous voir avec quelque chose qui devrait vous faire plaisir. Le 7e ciel, évidemment, c'est pour savoir comment ça se passe au niveau de l'amour. Et puis, la classe affaires. Ah, c'est l'argent, Dominique, ça va pas vous plaire. Mais il m'a dit avant de rentrer, je ne répondrai pas si j'ai pas envie de répondre. Eh ben, ça tombe bien, les zones de turbulence sont là pour l'embêter un petit peu, notre Dominique. Mais on commence tout en douceur avec votre passeport. Nom de famille? Rizet. Prénom? Dominique. Deuxième prénom, André. André. C'était le nom de mon parrain. D'accord, donc Dominique André. J'ai chaud, il fait chaud dans votre avion. Encore un peu de clim là, non? On a ouvert un petit peu la porte, mais on va foutre la clim. Je vais me faire de l'air avec vos questions. Avec plaisir. Donc alors, prénom, Dominique. Rizet. Et alors date de naissance? Date de naissance 3 août 1959. 1959. 66. Pas 1859. 66 ans, je suis un lion. Vous êtes un lion, d'accord. Ascendant cancer. Vous êtes né où? Je suis né à Paray-le-Monial, qui est un des hauts lieux de la chrétienté. C'est en Bourgogne. Il y a une basilique.
C'est un endroit, c'est un joli coin. Il y a beaucoup d'églises romanes. C'est la Saône-et-Loire, c'est le Charolais. On mange bien, on boit du bon vin et les gens sont plutôt cool. Comment s'est passée l'enfance, vous, Dominique? Génial. Génial. Ouais, une très très belle enfance. Vraiment une très belle enfance. Avec un père ouvrier. À une époque, qui travaillait dans une usine, les Forges de Guignon, qui fabriquait de l'acier inoxydable, les fourchettes, les couteaux, ça vient des Forges de Guignon. D'accord, ok. Donc, de l'acier inoxydable, à une époque où, quand on travaillait, on gagnait de l'argent, père qui travaillait beaucoup, qui a pris des cours du soir, qui est ensuite devenu chimiste, qui a travaillé dans un laboratoire, dans la même usine, et un deuxième salaire, parce que ma mère travaillait à la mairie, au service de l'état civil, ville ouvrière, et en fait, elle naturalisait des étrangers. Des Italiens, des Portugais, des Polonais, des Maghrébins. Donc, elle était au service de l'état civil, au service des naturalisations. Tous ces gens qui sont arrivés dans les années 60 en France et qui ont travaillé dans nos usines et qui ont contribué à construire cette France dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, fils d'ouvrier, 2 grandes sœurs, très sympa. Et moi, le dernier, mes parents voulaient un garçon. J'ai été élevé comme un prince. Je le dis parfois, mais c'est important de le répéter. Je suis un gamin d'ouvrier, j'ai été élevé comme un prince, avec plein d'amour. Vous avez toujours de mes parents, de mes sœurs. Non, mes parents sont morts. D'accord. Les deux, non? Papa. Les deux, ouais. D'accord. Vous aviez une relation forte avec eux? Oui. Ils vous ont vu tout votre travail? Ou ils sont partis avant? Mon père est mort en 2001. D'accord. Je faisais déjà du journalisme depuis 20 ans. J'avais fait pas mal d'étrangers. La fin du bloc de l'Est, la chute du mur de Berlin, la Roumanie de Ceausescu. J'ai quand même bien bourlingué déjà. Puis j'avais fait beaucoup d'affaires criminelles aussi, avec mon ami Stéphane Simon. Ouais, bien sûr. On va en parler avec l'affaire Jubilard, évidemment, ce livre. Hein, voilà. Et puis en 2000, on a démarré Faites entrer l'accusé. Donc mon père a vu vraiment les prémices, les tout débuts. D'accord, ok. Il m'a pas vu à la télé. Il m'a connu journaliste, grand reporter à France Soir, grand reporter au Figaro Magazine, ouais. Mais il a pas connu mes années télé. Ma mère, elle est partie en 2019, elle a vu ça. Je crois qu'ils étaient super fiers. Très fiers. Mais moi, j'étais fier d'eux aussi. Hein. Ouais. Puis j'ai 2 sœurs qui m'adorent. Voilà. Que j'adore aussi. Vous avez voulu un petit frère ou un grand frère? Ça vous a pas manqué, ça? Non, pas trop. J'avais plein de copains, quartier ouvrier. Il y avait plein de potes. On jouait au foot dans la rue, les voitures passaient jamais, ou alors elles se déroutaient pour nous laisser jouer tranquillement. Et petit, vous aimiez déjà les faits divers, tout ça? Alors, il y a eu un fait divers dans notre ville de Guignon, un type qui s'appelait Di Matteo, qui était un ouvrier, qui était pas d'accord avec le médecin de l'usine parce qu'il voulait être en arrêt de travail, il voulait qu'on lui reconnaisse un handicap, et un jour il a pété les plombs, il est arrivé, il a tué le médecin, la secrétaire du médecin. Les gendarmes sont descendus en ville et lui ont tiré dessus et donc ils l'ont tué. Ils ont tué ce type Di Matteo, c'est tout. D'accord. Et il y a eu pendant longtemps, et encore il y a quelques temps, j'ai un copain, Vincent, qui a ouvert un bar là-bas qui s'appelle le Petit Bar à Guignon. On était en terrasse avec des potes, on buvait un blanc avec mes copains chasseurs. Tous mes potes sont de là-bas. Hein. Je les ai tous gardés. Et donc, Vincent, on parle de cette histoire, mais regarde, il y a toujours les impacts de balles dans le mur en face, et effectivement, Donc, cette histoire, elle m'a intrigué, quoi. J'ai pas trop compris pourquoi se passait un truc pareil. Et après, quand les parents en reparlaient, c'est un truc qui était entré dans ma tête, et qui est resté. Je sais pas. Mais ouais, j'aime bien les histoires criminelles, depuis longtemps. Ça vous plaît? Alors, mais c'était pas une vocation, du tout. On va y revenir, évidemment, parce que le plan de vol, c'est évidemment cette carrière incroyable. Et en fait, en effet, il y a cette histoire d'ouvrier dont vous venez de nous parler, qui a lancé votre carrière. Mais en fait, moi, j'ai vu qu'il y avait plein de choses dans votre vie, notamment le Parisien, qui a été très important pour vous. Ouais. Alors le Parisien, c'est, on va dire, le premier. J'ai commencé dans un petit journal qui s'appelle Les Nouvelles de Versailles. C'est un hebdomadaire local. J'y suis resté 2-3 ans. Ensuite, j'ai bossé avec des copains, on a essayé de lancer des journaux municipaux, mais bon, c'était pas ma came. Et après le Parisien, 84, avec un garçon qui s'appelle Jean-Luc Leray, un garçon qui s'appelle Jean-Luc Leray et qui est un rédacteur en chef qui va me faire confiance. Moi, en fait, je suis un chasseur à l'époque. Je suis dans tous les sens du terme. Je suis un chasseur et je chasse l'info. Et je crois que je suis des merdes. Puis surtout, j'ai beaucoup de temps. Là où les autres disent, mais moi, ce week-end, je pars, je pars jamais. Pas de week-end, pas de... Ah, d'accord, ok, vous n'êtes pas du tout là-dedans. Les vacances, tout ça, vous en foutez complètement, vous. Moi, je cherche, je m'en tape complètement. Je cherche de l'info. D'accord. Donc, à l'époque, il faut se replacer un peu dans
dans cette époque-là, hein, il n'y a pas de téléphone portable. Le portable, c'est fabuleux aujourd'hui. Ah bah oui. Il se passe quelque chose, vous avez un clair. appel, vous arrivez. Là, il n'y avait pas de portable. C'était le début des répondeurs téléphoniques. Donc pour être joignable, c'était compliqué. Donc moi, j'avais fait le tour de toutes les casernes de pompiers autour de Paris. Je leur ai donné mon téléphone fixe en leur disant, quand il se passe quelque chose, vous m'appelez. Donc il y a des pompiers qui m'appelaient. Quand ça décalait, quand les pompiers décalent, on m'appelait. Et donc moi j'arrivais, je faisais de la photo. J'ai des appareils photo et je faisais des photos en arrivant. J'étais souvent le premier. Et quand j'arrivais au journal, je faisais faire 2 jeux de photos, 2 tirages. Un tirage pour le journal et un tirage que je rapportais aux pompiers. Et je leur apportais le paquet de photos, mais ils étaient contents, ils rentraient chez eux le soir. Regarde chérie, je suis sur la grande échelle, regarde c'est moi. Ouais, bien sûr. Regarde c'est moi qui sors le type de la voiture, c'est moi qui découpe la voiture avec la Ah ouais, meneuse. d'accord. Les mecs, ils avaient leurs photos. Ouais, ils étaient contents, ouais. Et au dos, je mettais mon numéro de téléphone. Donc les mecs, plus ça allait, le système générait le mouvement, générait du mouvement. Et vous êtes un malin, vous, Dominique. Certaines nuits, on m'appelait 3-4 fois. Et j'allais faire des photos ici, des photos là, et ensuite, aux Parisiens, bon, j'ai commencé à travailler là avec des photographes, mais bon, j'avais les contacts. Le truc le plus important pour moi, ça a été d'avoir un téléphone portable pour être joignable. Je crois que je suis vraiment un des tout premiers à Paris. J'ai eu un Bebop. Il fallait se mettre au pied des pylônes téléphoniques avec ce téléphone. J'ai eu un Alpha Page, un Eurosignal, enfin tous ces trucs. Vous regarderez sur Internet, c'est que Eurosignal, Alpha Page, Bebop, premier téléphone portable, ça coûtait une blinde un téléphone portable, une fortune. Et quand on appelait, ça coûtait encore plus cher. Mais je m'y retrouvais parce qu'en fait, j'avais plein d'infos. Si on vous connaît, c'est grâce à une émission de télé qui s'appelle Faites entrer l'accusé. Ah là là, avec un certain monsieur qui s'appelle aussi mon Christophe. Ondelat. Cette émission, c'est vrai que c'est incroyable parce qu'en fait, vous avez été... on vous associe beaucoup maintenant à ça. De toute façon, vous êtes aussi sur BFM, donc forcément, dès qu'on voit votre tête, on se dit il y a quelque chose qui se passe. Dès que quelqu'un meurt, c'est ça? Bah c'est un peu ça, non? Oui, c'est un peu ça. Oui. Hein, non, c'est vrai. Dans la vie, les gens vous associent à ça, je suppose. Ouais. Mais il y a des personnes avec lesquelles je dois dîner, par exemple, ou avec lesquelles j'ai rendez-vous le week-end, mes potes de chasse, qui regardent les infos et qui m'envoient un SMS, bon ok, on ne verra pas ce week-end. Et ils le savent à l'avance. Ils regardent l'actu et ils savent que je viendrai pas. Ouais. C'est compliqué comme image ou pas? Non. Non, franchement, non, mais je vis très bien avec. D'autant que c'est pas toute ma vie. Ça fait 45 ans que je fais du journalisme. Il y a 10-15 ans où j'ai fait beaucoup d'étrangers, des trucs un peu tordus aussi, mais toujours un peu compliqués. Je suis parti en Syrie en faux couple avec Beat Klarsfeld pour chercher Alois Brunner, qui se planquait là-bas, le dernier criminel nazi. D'accord, j'ai fait des fausses retraites dans des monastères en France pour chercher Paul Touvier. D'accord. Ah ouais, c'est sympa ça, parce que c'est... Voilà, j'ai fait des trucs. C'est l'aventure. Je suis allé au Vietnam faire un sujet sur les camps de rééducation politique. J'ai fait des photos volées. J'ai pris l'avion juste avant de me faire attraper par les autorités vietnamiennes. Mais j'ai toujours été un peu dans des trucs un peu chauds, quoi, un peu... Vous avez eu peur pour votre vie? C'est arrivé ça? Ouais. En Syrie, quand on est parti avec Beat Klarsfeld, c'était vraiment chaud là. Ouais. Vous avez dit je vais y passer. J'ai pas fait de guerre, j'ai pas fait de guerre. J'aurais aimé être un reporter de guerre, mais j'avais pas les couilles. Mais comme Anne-Claire Coudray par exemple qui a été reporter de guerre. Comme tout un tas de copains avec lesquels j'ai bossé, Noël Kigu, Éric Bouvet. Éric Bouvet, il a eu 4 ou 5 World Press. Georges Mérillon, il en a eu aussi 3 ou 4. Le World Press, c'est la photo. Le prix qui récompense la plus belle, pardon. La photo la plus... Regardez, vous allez sur Internet, vous regardez Georges Mérillon. Il a fait une photo qui s'appelle La Pietà du Kosovo. Cette photo, c'est un tableau de Rembrandt. Elle est extraordinaire. J'ai bossé avec Georges Mérillon, j'ai bossé avec Noël Kidu, j'ai bossé avec Michel Lebleu, avec tout un tas de photographes quand j'étais au Figaro Magazine, qui étaient des photographes des agences Gamma, SIPA, Sigma, qui ont disparu, des grandes agences de presse. Nous, on partait, moi j'étais journaliste, je faisais des papiers, je suis parti, j'ai couvert la chute du mur de Berlin pour France Soir, et j'étais avec Bernard Charlet, comment s'appelait un photographe de l'AFP, enfin bon, c'était une époque où la photo, aujourd'hui tout le monde fait des photos avec son appareil, là c'était incroyable. C'était des vraies photos, des grosses photos. Ouais, et puis c'était des photos qui étaient envoyées qui n'étaient pas envoyées par internet, ça n'existait pas, qui étaient envoyées par bellinographe.
Quelle relation vous avez avec Christophe Ondelat? Est-ce que vous le voyez toujours? Oui, on se voit de temps en temps. On s'appelle. Moi, je l'aime beaucoup. On a construit quelque chose ensemble, quoi. On a fait un bébé ensemble. Ça a été un succès. On a fait un bébé ensemble l'accusé. Et ce bébé, il fait une belle carrière quand même. Ah, ça c'est clair. Hein, ouais, c'était un succès et en fait, lui, c'est la légende parce qu'en fait, on écrivait les plateaux. Avec un troisième garçon qui s'appelle Christian Huleux, qui était le rédacteur en chef du départ, on écrivait les plateaux ensemble. Alors Ondelat se mettait dans un coin, il écrivait, et puis il nous faisait ça comme au théâtre, en nous disant et si je dis à ce moment-là, quand elle ouvre le frigo et qu'elle trouve cette assiette avec de la viande, elle se doute pas que c'est sa mère. Et il était tellement, il y a que lui qui peut faire ça. Ouais, c'est ça. Il l'a fait d'ailleurs. Il a posé la question à une femme qu'on recevait dont la mère avait été assassinée. Et les morceaux de viande étaient dans le frigo. Je ne sais pas par qui elle avait été assassinée. Et il lui pose la question. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il dit, madame, quand vous ouvrez le frigo et que vous vous doutez pas que c'est votre mère. Et elle lui répond. Mais c'est pas du tout, tu vois, c'est pas du tout déplacé. Oui, non, c'est juste sa façon de parler. Peut se permettre de le faire. Alors par contre, on lui reproche des fois de les histoires de trop les jouer, d'ailleurs de faire la maman. Notamment Michel Marie, avec qui je travaille donc sur TPT9. Ouais. Il aime pas trop ça, Michel Marie. Il aime pas trop quand ça part en. C'est ce qu'il reproche à Christophe Ondelat. Même avec Christophe, il a inventé un style nouveau. Maintenant, il raconte des histoires sur Europe 1. Ouais, bien sûr. Ouais. Et Ondelat raconte, il fait la voix du gendarme. Il y a un gendarme, ça parle forcément comme ça, parce que c'est forcément du sud-ouest, bien sûr, ça vient de province. Et la petite fille, elle parle comme ça, elle répond au gendarme comme ça. Sauf qu'il a une voix très très rauque en fait. Très bizarre quand il fait une femme. Sa voix change. D'ailleurs, sa voix c'est incroyable. Hein. Peut-être qu'il fume trop de clubs, je sais pas. Sa voix change. Ça s'est arrêté sur France Télé. Pourquoi il a arrêté la présentation, Christophe? Moi, je le regrette. Il nous a dit qu'il en avait marre des faits divers, qu'il arrivait à saturation. Il est sur Europe 1, il fait ça toute la journée. Oui, mais quand il est parti, c'était vrai. Il est parti chanter. Il voulait chanter. Et puis il a présenté une émission sur une chaîne. Je sais plus. Il avait un pull rayé avec des couleurs. Je me souviens, émission sympa, mais il voulait sortir de là. Et vraiment, je peux le comprendre parce que rester dans ce tunnel du crime pendant toute une vie, c'est quasiment ce que j'ai fait. C'est peut-être pas forcément une bonne chose. Il faut se renouveler. Bon, moi, je me suis pas renouvelé. Je me suis renouvelé en allant raconter ça à la télé dans Faites entrer l'accusé et maintenant à BFM. À BFM. Frédéric Lantieri. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça me parle. Ça vous parle. Alors, je crois. Est-ce qu'elle le fait encore? Il me semble que ça s'est totalement arrêté aussi. Alors, Fred, elle est arrivée quand Ondelat est parti. Alors, il était question de le remplacer. On avait envisagé. J'ai pas compris. Non, je voulais pas passer derrière Christophe. Je voulais pas passer derrière lui. D'abord, lui c'était un mec de télé, pas moi. Donc j'avais pas sa voix, j'étais trop jeune et c'était pas le moment. D'accord. Donc l'idée a été de prendre une femme pour casser un peu les codes. Et donc Frédéric est arrivé. Pour moi, c'était compliqué parce que c'est pas facile de regarder une femme dans les yeux et de lui dire au moment, si on raconte une histoire de viol ou de femme violée ou de femme battue, au moment où cette femme a été retrouvée dans le parking, éviscérée, on savait qu'elle avait été violée parce que c'est très dur de raconter ça à une femme les yeux dans les yeux. D'accord. Je trouve que c'est moins pénible pour moi de le raconter à un homme. Donc vous, ça a été compliqué avec elle pour cette raison? Au début, et puis ensuite, Fred, c'est un peu un mec. Donc on s'est apprivoisé. Et elle a bien fait le job. Et puis un jour, l'émission s'est arrêtée sur France Télé. Moi, j'en veux beaucoup à ceux qui ont à France Télé. Ouais, à l'équipe Ernotte et qui ont dit voilà, plus de faits divers. On va mettre ça sur France 3. C'est pas propre sur le service public. Enfin bon. Donc on avait des Faites entrer l'accusé qui étaient enregistrés. Avec Fred, on en avait 9, je crois, d'avance sur une étagère et ça traînait, ils les diffusaient pas. Finalement, ils les ont diffusés. L'émission s'est arrêtée. RMC Découverte, RMC Story, le groupe BFM ont repris, le concept, racheté le catalogue et poursuivi l'émission. Merci à eux. Moi, je suis très heureux parce qu'on continue ces émissions. Et derrière, qu'est-ce que fait France Télé? Ils installent Marie Drucker et Alain Boer le samedi après-midi pour faire, je sais même pas comment ça s'appelle, enquête criminelle je sais plus. Bon, ce qui est quand même d'une inélégance crasse
et d'une connerie pas possible, parce que France Télé a acheté les Faites entrer l'accusé cher, très cher, les a revendus à RMC Découverte. Encore une fois, tant mieux, moi je suis très content, qui les utilise, qui les diffuse et qui les rediffuse. Donc c'est autant d'argent que le service public a perdu. Et nous, on continue à les faire. Donc c'est une dépense d'argent totalement inutile. C'est stupide, quoi. C'est stupide. Mais c'est marrant parce que ce que vous dites, vous savez qu'il y a en plus des histoires avec France Télé et les bien dépenses. sûr, je lis tout ce qui se passe sur France Télé, les dépenses, évidemment. J'ai lu l'enquête du Journal du Dimanche, qui déplaît forcément parce que c'est dans le Journal du Dimanche. Ouais. C'est vrai que CNews, Europe 1 taillent le service public en permanence. Ils n'ont peut-être pas complètement tort. En tout cas, l'histoire que je vous raconte prouve qu'il y a eu des vraies erreurs de pilotage à France Télé. Moi, je m'en fous, j'en fais plus partie, j'en ai jamais fait partie d'ailleurs parce que j'étais dans une boîte extérieure, mais c'est dommage, quoi. C'est tellement dommage. Vous lui diriez quoi à Delphine Ernotte si vous pouviez lui dire quelque chose, Dominique Rizet? Je lui dirais qu'elle a fait une bêtise. C'est une vraie bêtise, une vraie erreur stratégique de débarquer, fait entrer pour installer Marie Drucker et Alain Boer qui font exactement la même chose. Pardon, j'aime beaucoup Marie Drucker, j'aime beaucoup Alain Boer, mais en moins bien, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire entrer l'accusé, ni ce mode de construction qui a été tissé par Bernard Farou, notre réalisateur, aujourd'hui par Isabelle Clarac, qui est la rédactrice en chef. Enfin, je veux dire, on balance pas. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on a été abandonné, quoi. Tu vois, c'est le chien qu'on attache avec une laisse sur le bord de l'autoroute et on se casse parce qu'on veut pas le voir mourir. Alors qu'il y avait un vrai succès. Bien sûr. Vrai succès. C'était quoi en audience Alors, faites entrer la je vais vous en donner une. Les Frères Jourdain, un dimanche soir, 5,5 millions de téléspectateurs. 5 millions? 5 millions et demi. C'est énorme. Ouais. C'est la moitié d'un match de foot. C'est un match de foot de... Une Coupe du Monde, c'est 9 millions. Coupe de Ligue, c'est 5 millions et demi, hein. Ouais, c'est vrai. Mais mais c'est énorme. 5 millions et demi. Incroyable. Donc. Et d'ailleurs, avec c'est arrivé comme ça dans les médias, la notoriété est arrivée. Comment vous le vivez, Dominique Rizet? Moi, la première fois que quelqu'un m'a dit, j'étais avec ma femme de l'époque, on était à... Ma femme de l'époque. non, je n'ai ma femme de l'époque. Non, mais je n'ai pas eu 36. Hein. J'ai eu la mère de mes enfants, 5 enfants, et je vis plus avec elle, mais on est comme ça. D'accord. Et on montait l'escalator de Castorama à Vélizy. Il y a un type donc nous on montait le bidet sur l'extérieur, qui me donne un coup de coude, il dit c'est lui. Je regarde, je dis, il me fait c'est vous faites entrer l'accusé. Il y avait une émission diffusée. Ah ouais, d'accord. Et ça m'a fait bizarre, quoi. Ouais. Mais c'est sympa, moi je le vis bien, les gens qui viennent me voir, ils sont sympas. Ils vous disent quoi? Ils me disent on adore, on peut faire un selfie, il y a des livreurs qui passent en camion, qui me font des ouais, bravo, faites entrer l'accusé, ou alors des gens qui me chantent dans la rue padam 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 padam. Ah ouais. Et des gens qui ont peur de vous? Ça vous est arrivé, ça? Non, mais les gens me prennent vachement au sérieux. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, je suis pas un rigolo, oui. Non, mais je suis pas, tu vois, je suis pas un animateur. Ouais, c'est ça, C'est bien, animateur, mais c'est pas mon boulot. Ouais. Moi, mon boulot, c'est vraiment le dur, quoi. Ouais, donc, les gens me disent, alors Émile, c'est le grand-père ou pas? Ouais, c'est ça. Grégory, alors, c'est Bernard Laroche. Jubilard, il a bien tué sa femme, hein. Il me demande des conseils, ou un avis, comme si je savais, mais je sais pas. Ouais. En fait, je fais semblant de ça. Vous avez votre idée, quoi. Ouais, j'ai mon idée. Je pense que Jubilard a tué sa femme, mais le dossier, il est mal branlé, quoi. Il est mal branlé, il est mal construit, l'enquête est mal faite. Donc, quand on nous dit le doute doit bénéficier à l'accusé, la preuve que non. Photo. Allez, c'est la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement, évidemment. Alors, prenez votre tête. Ah, ça rigole pas avec le costume et tout. Hein. Alors, les lunettes. Je me suis fait opérer des yeux. Ah, c'est pour ça? D'accord. Ouais, donc j'ai plus de lunettes. C'est vachement bien. Je tire pas mieux à la chasse. Hein. Je ratais tout, je continue à tout rater. Pour ceux qui n'aiment pas la chasse, voilà. Vous inquiétez pas, il en met pas une dans le panier. Si je tue un sanglier dans l'année, c'est bien tout. Bon, c'est déjà pas mal. Ça va faire plaisir aux gens qui déjà devaient dire c'est un chasseur. J'adore ce que je fais là-bas à BFM. Vous êtes heureux? Ça fait combien de temps à BFM? Je suis vachement heureux. Ouais. Ça fait 13 ans. 13 ans. Pourtant, parce qu'on entend beaucoup de choses, Dominique. Je suis obligé de vous en parler. Oui, mais sur BFM. On dit que les gens partent. Mais bien sûr que les gens partent, mais c'est normal. Je vais vous expliquer. BFM a été racheté par un autre patron. Ouais. Comme tout un tas de trucs, iTélé avait été racheté par un autre patron, par Bolloré. Nous, on a été racheté par Rodolphe Saadé. Donc, le journaliste, carte de presse, peut bénéficier d'un truc qui s'appelle la clause de cession. Et s'il n'est pas d'accord avec le rachat, s'il n'est pas d'accord avec la politique du nouvel arrivant, eh bien, il prend
sa clause de cession. Voilà. Et il s'en va. Et il a un mois de salaire brut par année de présence. Donc, Rodolphe Sadé qui a acheté BFM TV, c'est pas un va-t-en-guerre, c'est pas un extrême droite, c'est pas un extrême gauche, c'est juste un homme d'affaires. Il rachète cette chaîne et les gens s'en vont parce que ils ne veulent pas passer à côté, les salaires de télé sont quand même des bons salaires, ils veulent pas passer à côté de 100 000 ou 150 000, 200, et pour certains, 400 000 euros. Donc ils prennent la clause et ils s'en vont. Donc on a eu une centaine ou moins de personnes, je sais pas combien, mais vraiment beaucoup, qui sont partis, non pas parce qu'ils se plaisaient plus à BFM, mais parce qu'il y avait de l'argent à prendre. Et pourquoi pas? Donc ils sont partis comme ça. Dans ce cadre-là, c'est juste un business, un truc financier. Et c'est pas parce que ces gens-là ne se plaisaient pas à BFM. Comment ça s'est passé avec cette personne qu'on va voir sur l'écran? J'aimerais savoir. Marc-Olivier Fogiel. Marco, c'est un pote. Quand il arrive à BFM. Qui était le patron de... Il était à RTL. Il m'appelait de temps en temps pour avoir des invités, sur des faits divers, des gens que j'avais rencontrés. Lui, il me rendait des services aussi. On est potes. Ça a été un peu... Il a une façon de gérer un peu brutale. Moi, je lui ai dit, je lui ai parlé clairement. Je suis pas salarié à BFM. Ouais. Je suis pas salarié, je suis consultant. D'accord. Donc je vis ma vie et je fais ce que j'ai envie de faire. Bon, évidemment, je vais pas. J'ai bien compris que vous aviez du caractère. Non, mais je vais pas aller faire un plateau à CNews ou à LCI, ou à France Info. J'ai vachement de respect pour tout le monde, autant pour CNews que pour France Info. Il a été un peu raide, vous me dites. Oui, il a été raide un peu dans sa. Non. Moi, il a essayé de le faire une fois, ça a pas marché. Il vous a dit quoi? Et une fois, j'ai dit un truc sur Dupond-Moretti qui avait pas plu à Dupond-Moretti, ministre, qui est mon pote. D'accord, ok. Et Dupond a appelé Marco. Marco m'a appelé. Ah, il a fait ça? Ouais, Marco m'a appelé et je lui dis Marco, arrête s'il te plaît, on va pas commencer comme ça. Si Dupond a quelque chose à me dire, il m'appelle moi. D'accord. Mais bon, c'était quoi la chose que vous aviez dit? Marco m'a pas appelé. Il était ministre, il était parti sur un marché à Lille pour se présenter aux élections contre le RN, aux élections régionales. Ouais. Et donc il avait des officiers de sécurité partout et le présentateur me dit c'est dur de protéger un ministre. Je dis non, c'est pas dur. Regardez, il a tout son staff, le SDLP sous direction de la protection, donc du ministère de la justice, donc c'est ses officiers. Le monsieur là, c'est son communicant ministère de la justice et les voitures, c'est les voitures du ministère de la justice. Donc tout ça, c'est payé par nos impôts. J'ai fait une erreur, les voitures, elles étaient louées. Mais les officiers de sécurité, c'était ces officiers. Et Dupond-Moretti a appelé pour ça. Il a appelé Marco et Marco. C'est pourquoi vous faire virer ou non, pas me faire virer. Maintenant, le gros. Pour stresser un peu quoi. Je l'appelle le gros. Le gros, il aurait pas fait ça, mais. Vous l'appelez comment? Le gros. Oui. Mais appelez le gros. Parce que quand on s'est connus, il était un peu. Et puis bon, voilà, moi je l'appelle comme ça, mais bon. Mais vous lui dites ça à lui? Ça m'arrivait de lui dire moins quand il était ministre. Ouais. Pas lui dire ça devant tout le monde. Ça va le gros. Mais vous c'est un ouf, Dominique. Vous avez peur de personne. Mais non, c'est pas que c'est mon pote. Bon, on s'engueule là parfois. On s'engueule. On s'envoyait des SMS pourris, mais donc mais Marco il m'appelle, quand il m'appelle, c'est pas méchant un bidôme. Les bagnoles, c'est pas les voitures du ministère, ils les ont louées. Je dis ouais d'accord, mais bon les gars quand même, la sous-direction de la protection, c'est le service qui a le plus d'heures supplémentaires, le SDLP. Donc, faut leur payer leurs heures supplémentaires. Il y en avait, bon, maintenant ça commence à se régler. Il y a des policiers qui avaient jusqu'à 15 000 heures supplémentaires. Donc, on leur payait en leur donnant des congés ou alors la retraite plus tôt. Et il y a des policiers qui sont partis en retraite 8 ans avant la date de leur retraite et qui ont été payés comme ça pendant 8 ans avec ces heures sup. Donc, ça a aggravé la situation. Donc, bon, enfin, et donc on s'est engueulé. Mais sinon, non, Marco, ce qui est fabuleux, c'est qu'il a un super carnet d'adresses. C'est une machine qui emmène les gens derrière. Mais il faut suivre, quoi. Et tout le monde suit pas. Et donc voilà, quoi. Moi, j'ai pas de... Que pensez-vous de CNews? J'aime bien CNews. Moi, CNews, c'est pas une chaîne qui me dérange. Je trouve que parfois, ils y vont un peu trop. Moi, je le dis, toute la rédaction de BFM le sait, moi, je suis de la droite républicaine. Je suis un mec de droite. D'accord? Je suis... mais de la droite républicaine. Donc, parfois, je trouve que sur CNews... ça pousse un peu. Ils tirent un peu sur la rame, quoi. Il y en a certains qui... je veux dire, c'est presque... c'est gaguesque, quoi. Mais... moi j'écoute CNews, j'écoute BFM. C'est bien de le dire. J'écoute, mais bien sûr. Vous faites aucun plateau sur CNews, c'est totalement. Non, mais je peux pas. Non, je peux pas parce que j'ai un contrat quand même. Et puis un contrat aussi de fidélité avec BFM TV. J'irai pas à CNews. Et ils ont essayé de vous attraper ou pas, sincèrement?
C'est Une fois, ils m'ont approché, ouais. Une fois, ils m'ont approché. Avec, non, on n'a même pas parlé d'argent. Je devais avoir rendez-vous avec le directeur, puis on s'est pas vu, ça s'est pas fait. Mais, comment dire, non, moi, mais ça pourrait vous plaire, CNews, si ça s'arrêtait avec BFM, par exemple. Si un jour BFM disparaissait, pourquoi pas. D'accord, ok. Mais, moi, je suis un, comment dire, je suis un templier. Je suis en mission. D'accord. Ma mission pour l'instant, c'est BFM TV et l'info. C'est l'info et BFM TV. Vous êtes très droit, hein, vous, comme mec. J'ai l'impression que vous êtes très, c'est ce qu'on sent, en tout cas, dans votre façon d'être. C'est inutile de trahir, c'est inutile de faire des saloperies. Il faut juste bosser et bosser correctement. Et quand un truc plaît pas, moi, il y a des choses qui m'ont pas plu avec Marco. Je suis entré dans son bureau et je lui ai dit voilà. Et je lui ai dit une fois. Il a compris. Ouais, je lui ai dit une fois. Quand Rizet il débarque dans un bureau, je peux vous dire. Je lui ai dit une fois, t'es pas mon père et je suis pas ton mec. Clair. Net, précis. Voilà. Merci Dominique. Bonne soirée, au revoir. Petite photo. Et je l'aime beaucoup, hein. Ouais, oui, non, mais bien sûr. Bah, je l'aime beaucoup. Regardez ça, c'est une photo extraordinaire. Alors, Fabien Lecoeuvre au milieu, j'adore. Dominique Rizet et Monsieur Michel Marie, qu'on aime beaucoup, qui est tous les soirs sur W9 avec Cyril Hanouna dans TBT9, où j'ai le plaisir aussi de vous retrouver, chers amis. Bon, Michel Marie, c'était extraordinaire ce plateau parce que c'était la première fois que vous étiez tous les deux, je crois. Enfin, c'est très rare ça. Hein. Ouais, et c'est vrai que dans la tête des gens, quand on parle fait divers, il y a deux personnes, sincèrement, c'est vous et Michel Marie, quoi. Avec Michel Marie, on a vécu des histoires tous les deux. Lui était un détective, moi j'étais un François. On partait en reportage, on disait pas à nos red chefs qu'on était ensemble parce que eux pensaient que c'était impossible de travailler. On était tous les deux, on suivait l'histoire, on prenait une bagnole de loc, on s'en allait à l'autre bout de la France. On se faisait des hôtels, des bons restos, mais on était... Mais c'est un bon vivant, Michel Marie. Bien sûr, mais c'est surtout un super journaliste. Ouais. C'est un vrai enquêteur qui a un carnet d'adresses fabuleux et puis qui passe... vous l'avez entendu parler, Michel, avec son grosse voix et son blouson de cuir, on dirait un flic, quoi. Ouais, il arrive quelque part, les flics s'écartaient pour le laisser passer. Il faisait pas de la télé, hein. On était pas, c'est ça, moi non plus, on n'était pas connus, mais il a les codes. Ouais. Il a le langage des flics. Il parle le flic. Il a tous les codes qui lui permettent de passer. Et ensemble, on est allé dans des cours de ferme sur des faits divers. Ouais. On a fait des trucs, mais vraiment incroyables, quoi. Il vous en a parlé avant d'arriver chez Cyril Hanouna? Oui, il m'en a parlé. Je voyais comme quoi, j'en étais sûr, c'est ça. Ah, il m'en a parlé. C'est-à-dire qu'il vous a appelé, vous a dit, bon, est-ce que je le fais ou pas, Bah, il m'en a parlé, il m'a dit, voilà, on me propose un truc. Bah, ça tombait bien, parce qu'en fait, Michel, il a été un détective pendant 45 ans. Je crois qu'il fait encore des podcasts pour eux. Il a pas pris la clause, il aurait pu prendre de l'argent et s'en aller, il l'a pas fait. C'est l'élégance, quoi. Il a pas fait parce que, ce que font certains. Moi, je m'en vais, mais je veux, il aurait eu 400 000 euros avec son ancienne, 400 000 euros avec son ancienneté. Mais c'est pas lui. Michel, il fait ce qu'il a envie de faire quand il a envie de le faire. Donc, il est resté pote avec détective. Parce que quand on prend la clause de cession, évidemment, on peut plus retravailler pour la boîte. Donc, il est allé travailler chez Cyril Hanouna. Et moi, je trouve ça vachement bien. Je trouve que il apporte un éclairage. C'est pas trop le genre de mission que je regarde parce que c'est pas de mon âge. Ouais. Tu vois, j'aime bien, mais c'est pas de mon âge. Et je regarde parce qu'il y a Michel Marie. Alors Cyril Hanouna, évidemment, tous les soirs sur l'antenne, et Michel qui est là, évidemment. Vous l'avez rencontré il y a pas très longtemps, donc dans une émission. Je sais plus d'ailleurs, c'était Jubilard, hein, c'est ça. Hein, Jubilard, pour parler de ce livre, hein, l'affaire Jubilard, par Elena Rostand, qu'on embrasse aussi, qui était très très bonne quand elle est venue sur le plateau. Ça fascine les gens. Nous, on a eu des records d'audience sur cette histoire incroyable. Si vous appelez Cyril Hanouna, vous pourriez y aller, vous aussi? Mais j'y suis allé, hein. Oui, non, mais comme chroniqueur. Ouais. Non, parce que je suis déjà à BFM. Je peux pas, voilà. Okay. Et puis la place est prise. C'est Michel. Quand Michel sera mort, j'irai, je prendrai sa place. Ah non, mais c'est horrible. C'est extraordinaire. Il va mourir, non? Ah oui, oui. Bon, ben voilà. Enfin, il va mourir, je sais. Le jour Michel Marie meurt, Cyril Hanouna m'appelle et vous y allez? Oui, j'y vais. Non, mais on ne souhaite pas du tout la mort de Michel Marie. Hein. Vous, non? Ah non, vous, oui. Ah vous dès qu'il y a place. Non, je rigole. Non, mais vous, c'est on rigole, Michel. Mais mourir, c'est pas grave, hein. Ouais, c'est pas grave. Ça doit être un mauvais moment à passer, mais c'est pas grave.
Bah oui, mais bon. Vous avez quel âge? 36. 36 ans. Ouais. Vous rendez compte la chance que vous avez de vivre encore à 36 ans et de faire le métier que vous faites et que les gens vous reconnaissent dans la rue et d'avoir la reconnaissance des gens, que vos parents sont fiers de vous? Ouais, bien sûr. Très fiers de vous? Ouais. Eh ben, il y a des gamins de 6 ans qui se font assassiner, 7 ans qui se font assassiner, 10 ans qui meurent d'un cancer. Ouais. Il y a des gens qui n'ont rien, pas une thune, qui n'auront jamais la reconnaissance que vous avez. Donc vous pouvez mourir à 37, c'est pas très grave, vous avez fait une belle carrière déjà. Vous avez raison. Moi à 66 ans, je peux mourir. Qu'est-ce que Bon, là, qu'à se foutre en l'air, alors. Mais non, mais l'avion va peut-être tomber. Oui, c'est vrai. D'accord. Il va peut-être tomber. J'ai même pas vu le pilote d'ailleurs, je suis rentré ici. Vous inquiétez pas, pilote. c'est vous faire un petit coucou tout à Non, l'heure. mais c'est franchement, c'est nous qui faisons de la mort à un truc. Ouais, c'est vrai. Moi, ah là, il est mort. Ma mère est morte. Ah, quel âge elle avait? 96 ans. Bah attends, ta maman, 96 ans, c'est peut-être à un moment, il faut s'en aller, quoi. Vous, la mort de vos parents, vous l'avez bien vécu? Oui. J'ai passé du temps. Quand mon père est mort en 2001, j'étais à François. Je leur ai dit, mon père va mourir, donc je vais disparaître quelque temps. Je suis parti 3 semaines, et je me suis installé à l'hôpital, à côté de lui, dans sa chambre. Et j'ai passé beaucoup de nuits avec lui. Mes 2 sœurs sont infirmières. Hein. D'accord, ok. Elles avaient du mal à vivre la mort de leur père, notre père, parce qu'elles avaient des gestes techniques quand elles rentraient dans la chambre. Elles regardaient les gouttes à gouttes. C'était une maladie. Voilà. Moi, je regardais mon père sans tout ça. Je le regardais et on a vachement parlé, mais vraiment parlé. On a vachement discuté. Et il est mort dans mes bras un jour d'octobre 2001, 18 octobre. D'accord, carrément. Il est mort dans mes bras. Ouais, j'avais ma main sous sa tête. On parlait et j'ai entendu son dernier souffle. Et j'écoutais, j'avais les Discman, tu sais, les Discman jaunes, et j'écoutais Mozart. Moi, j'adore Mozart, Bach. J'écoutais Mozart, et je lui ai mis les trucs dans les oreilles, et je lui ai parlé. Je lui ai parlé un moment. Je lui ai dit, écoute, je sais pas où tu es, je sais pas où tu vas, je sais pas quelle route tu viens de prendre, mais en tout cas, sache que mes sœurs et moi, on est fiers. On est fiers de toi, on est fiers d'être tes enfants, et tu peux être fier de ce que tu as fait de nous. Et ensuite, je suis sorti de la chambre. Voilà, mon père est parti. Il avait 71 ans. C'était un peu... C'est tôt. Hein. C'était un peu tôt. Ma mère est partie à 87. C'était un peu tôt, mais... Votre papa, c'était une maladie, Dominique? Ouais, il a cancer. Tous les deux. Ah ouais, elle et lui. Mais je suis ressorti de la chambre. J'ai appelé ma mère. J'ai appelé mes sœurs. J'ai appelé à la maison, ma femme. Et il y avait mon fils Antoine, qui est né en 92. Donc, il avait 9 ans. Ouais. Il adorait son grand-père. Et il me dit, il est mort. Papou, il l'appelait Papou. Je dis, il est mort. T'es sûr, hein? T'as vérifié? Je dis, bah, oui, il est mort. Il me dit, tu peux me rapporter un petit truc, s'il te plaît? Alors je dis, oui, qu'est-ce que tu veux? Alors je pensais, je sais pas, une mèche de cheveux, ça montre un truc. Il me dit, tu peux me rapporter un os? Au téléphone. Mon père vient de mourir. Je suis dans le hall de l'hôpital et j'éclate de rire. Je lui dis, même mon père, s'il entendait ça, il se marrait. C'était un bon vivant, c'était un super mec, mon père. Ouais, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il était ouvert pour tous les copains, il faisait à manger à tous les potes, on rentrait de boîte de nuit à 6 heures, lui il se levait pour aller chasser, il nous faisait des andouillettes, des frites, il ouvrait une... Mais c'est intéressant la vision que vous avez super mec. Du départ. Quand je l'accompagnais faire des courses au supermarché, à Guignon, Saône-et-Loire, les caissières qui le voyaient arriver faisaient, Monsieur Rizet, venez à ma caisse, venez! Et hop, elle l'appelait, il racontait des conneries, c'était super. C'était vraiment un chouette mec. On va revenir sur ce que vous avez fait. Et évidemment, si j'avais une question quand même à vous poser, c'est ce que vous pensiez de Cyril Hanouna, que vous avez vu. J'aime bien. Ouais, vous le regardez. Ouais, j'aime bien, il est décalé. Franchement. Parce qu'on parle beaucoup de lui, vous savez que des fois ça crée la polémique, tout ça. Mais c'est de la jalousie, les gens sont jaloux. Parce que ça marche. Ils sont jaloux de Cyril Hanouna? Bien sûr, ils sont jaloux. En fait, on a besoin de personnages comme lui. Personnages un peu décalés, qui font des émissions comme ça. Moi, je peux aller me balader sur zapper, tomber sur Cyril Hanouna et rester une demi-heure, 3/4 d'heure. Alors que c'est pas forcément votre... Non, parce que non, parce que c'est long quoi de regarder des émissions comme ça. Puis c'est pas mon heure. Hein. Il arrive à vous prendre. Moi, je suis à BFM, j'ai pas trop le temps de regarder. Oui, puis j'aime bien. Puis je l'ai rencontré. Je trouve que c'est un... Je l'ai rencontré pendant l'émission et je sais qu'il dit du bien de Faites entrer l'accusé. Je sais que, tu vois, lui, c'est pas quelqu'un qui critique tout le monde et tout le temps. Les autres, ceux qui n'aiment pas, sont des, Hanouna, c'est de la merde. Mais j'ai envie de leur dire, mais t'es qui, toi, pour dire ça? Qu'est-ce que t'as fait, toi? Est-ce que toi, t'as fait une émission de télé? Est-ce que toi, t'as monté un business pareil? Quand je dis business, c'est dans le bon sens du terme. Bien sûr. D'accord. C'est drôle, ça détend, on se marre. Tu passes sur les autres chaînes, c'est la guerre en Ukraine, c'est Gaza, c'est le Hamas, c'est les attentats. C'est clair. Moi, j'ai bien conscience que ce que je fais n'est pas drôle.
Ouais. Et j'essaie d'aller plus sur la matière judiciaire bien pour sûr, expliquer les ouais, mécaniques, ouais. tu vois, parce que la souffrance, la chair, l'absence de l'autre, le drame, le meurtre, c'est une horreur. C'est une horreur. Moi, j'aime bien comment répond la justice. Ouais. Mal, très souvent. Comment travaillent les enquêteurs, comment ils bossent, la police scientifique, comment le mec a fait pour essayer de pas se faire prendre, il va se faire prendre quand même. Je suis plus dans ces trucs-là, comparé à une autre affaire qu'on a connue 10 ans avant, qu'est-ce que donne celle-ci? Donc, les personnes ont besoin de se détendre. Ceux qui regardent Faites entrer l'accusé, mais ils sont contents de retrouver Cyril Hanouna après, parce qu'on parle d'autre chose. Ouais, c'est ça. Et le coup de génie, ça a été de mettre, en effet, des petites histoires comme ça de faits divers, entrelacées d'histoires un peu saugrenues, comme celle de Fabien Lecoeuvre, qui raconte les pipoleries, quoi. Ça, c'est un vrai coup. Regarde comment vous réagissez tous sur le plateau. Ouais. Comment c'est fabuleux, quoi. Les gens sont pas d'accord, mais comment tu peux dire un truc pareil? T'es complètement con de penser ça. Et pourquoi le mec on le mettrait en prison pour l'éternité? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de quand même d'espoir? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à tirer de l'homme de mieux que ça que de le coller en tôle? Eh ben tiens, parlons-en de toutes ces histoires dont on parle, cher Dominique Rizet. Une photo. Vous la reconnaissez? Ah oui. Muriel Boll. Est-ce qu'elle sait? Le Bernard, il a rien fait, c'est pas lui. A rien fait Bernard. C'est incroyable cette femme. Elle sait, ouais. C'est l'affaire Grégory. Pour vous, Dominique Rizet, Muriel Boll, elle sait ce qui s'est passé. Alors, elle l'avait déjà dit au début, pour l'affaire Grégory, on va pas la réexpliquer, mais c'est ce petit enfant qui est mort dans la Vologne. Elle dit Bernard Laroche est venu me chercher à la sortie du collège. Je suis monté dans sa voiture, j'ai pas pris le bus ce soir-là. On a roulé, il s'est arrêté près d'une maison, il est allé chercher un petit garçon par la main, il l'a amené dans la voiture. On a roulé, il s'est arrêté un peu plus loin au bord de la rivière avec le petit garçon, il est descendu avec le petit garçon, il est revenu, le petit garçon n'était plus là. Mais elle a réfuté ça après, par contre. Elle a réfuté ça. Si ce qu'elle a dit là est vrai, Bernard Laroche fait partie, soit a tué, soit fait partie d'une équipe qui a tué Grégory. Et pourquoi aujourd'hui elle dit rien? Elle dit rien si elle le sait. Parce que elle s'est rétractée. D'accord. Le lundi matin. Ouais. Elle s'est rétractée. Alors moi, j'ai posé la question à sa sœur, à Marie-Ange Laroche, avec laquelle je m'entends très très bien. D'accord. Et que j'ai de temps en temps au téléphone. Je lui dis, ce week-end-là, toi, tu étais, je la tutoie, Marie-Ange Laroche, tu étais dans la maison, ta petite sœur avait 14 ans, tes parents étaient là, les parents de Muriel et de Muriel Boll étaient là. Est-ce qu'elle a reçu des claques? Est-ce que elle m'a dit non? Je te jure que non. J'ai envie de croire Marie-Ange Laroche. Ça peut ne pas être exactement ce qui s'est passé. Peut-être qu'on lui a mis la pression, et si elle s'est rétractée, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle viendrait dire non, ce que j'avais dit était vrai, elle est sur sa lancée. Et il y a une affaire, ça a rebondi récemment, si je me trompe pas, l'affaire Grégory. Ouais. En fait, la tante Jacqueline Jacob pourrait être le corbeau, et ceux qui disent ça s'appuient sur une expertise graphologique et une expertise audio. Donc quelqu'un a dit, quand on entend la voix du corbeau qui appelle chez le frère de Jean-Marie Villemain ou le père de Jean-Marie Villemain et qui dit voilà ma vengeance, pauvre con, cette voix-là, c'est celle de Jacqueline Jacob. Ouais. Et on nous parle maintenant, on parle plus d'expertise graphologique, on parle d'expertise en stylographie. La stylographie correspond l'analyse en stylographie dit que l'auteur de la lettre de revendication de la mort de Grégory, qui arrive le lendemain du 16 octobre, chez les parents de Grégory, l'auteur de cette lettre, le scripteur, c'est Jacqueline Jacob. Non mais ça tient pas une seconde. Ouais. Arriver, même si elle est devant une cour d'assises, mise en examen, elle arrive dans une cour d'assises, imaginez un Dupond-Moretti en face, un Franck Burton, un Gilles Portejoie devant l'expert. Ouais. Qui lui dit comme ça, monsieur l'expert, ça c'est l'écriture de ma cliente. D'accord. Vous les avez fait où vos études de stylographe là? Dans quelle université? Université de Strasbourg stylographie. Ah non, San Francisco. San Francisco stylographie. Mais ça représente rien, ça veut rien dire. L'expertise audio, non. Les vrais trucs, c'est l'ADN, les empreintes digitales, et les aveux, et les preuves d'eux. Vous les avez vus, les Villemain, les époux Villemain? Non. Ils voient personne. Ou alors ils voient certains journalistes, pas d'autres. Comme Jean Kerr, par exemple, qui était photographe. Laurence Lacour, peut-être Patricia Tourangeau, je sais pas. Ils sont où maintenant, les Villemain? Ils sont en région parisienne, ils sont dans l'Essonne. D'accord, ok. On les reconnaît pas, personne ne sait...
Leurs voisins doivent savoir qui ils sont, mais ils ont eu des enfants, ils ont d'autres enfants. Parce qu'ils sont vraiment éteints au niveau des médias. Ils sont mais ils sont quand même actifs. Ouais, d'accord. Ouais, Lui, il cherche toujours le père. Il veut toujours savoir qui c'est. Ouais, mais alors, moi, je suis pas sympa avec eux. C'est vrai que parfois en plateau, je les allume un peu, les parents Villemain. Parce que tu tues Bernard Laroche au motif qu'il est l'assassin de ton fils. Ouais. Et 40 ans après, tu demandes à la justice de trouver l'assassin de ton fils. Ouais. Mais ça se trouve, il est déjà mort. Première chose. Deuxième chose, tu tues un homme qui s'appelle Bernard Laroche, t'es condamné à 5 ans de prison. T'en fais 2, 3. Bernard Laroche, il a une famille, une femme, Marie-Ange Laroche, un fils qui était là, que sa mère tenait par la main au moment où il a été tué. Il n'y a pas de régime de faveur. Même si c'est le père de Grégory, il n'y a pas de régime de faveur. Tu fais ça, tu vas te venger, tu poses ton arme et t'es condamné pour assassinat. C'était un assassinat. Tu prends pas 5 ans. Je suis désolé, hein. Ouais, donc pour vous, il a été mal jugé. Ouais. Je suis violent dans mes propos, mais il faut arrêter de faire du bienveillant, voilà, c'est tout. Maintenant, j'ai rien contre les parents Villemain, mais voilà, quoi. Autre affaire, c'est le petit Émile. Est-ce qu'on sait aujourd'hui où est-ce qu'il est? Moi, c'est juste votre avis que j'aimerais, Dominique Rizet. Mais il est mort, puisqu'on a retrouvé son crâne. Une partie de son crâne seulement, la partie haute, on n'a pas retrouvé la mâchoire. Dans un sentier, pas très loin de l'endroit où il avait disparu. Donc il est mort. C'est un coup des grands-parents? Je crois que c'est ce que pensent la justice et les enquêteurs, puisqu'ils les ont mis en garde à vue jusqu'au bout de la garde à vue, 48 heures, c'est pas rien. Je crois que oui, c'est l'hypothèse de travail à 90% des gendarmes et de la justice. Mais ça n'a pas abouti, pour l'instant. Autre photo. C'est une femme qui fait beaucoup parler d'elle, évidemment. L'affaire Fourniret. Est-ce qu'elle sait encore des choses, Dominique Rizet? Ah, je pense qu'elle a tout dit, là. Vous pensez qu'elle a tout dit à la juge Kéris, ouais. Je pense qu'elle a aidé autant qu'elle a pu le faire. Et elle a aidé donc pour dire l'emplacement où pouvait se trouver le corps d'Estelle Mouzin. Elle a quand même dit beaucoup de choses. Et je pense que là, elle arrive en fin de parcours. Vous l'avez rencontrée? Non. On dit qu'elle a un très fort QI, alors que quand on lui parle, on dirait qu'elle a le QI d'une huître. Hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les gens qui l'ont expertisé. C'est fou quand même. Ça veut dire qu'elle pourrait être derrière. Et Jordan, il faut arrêter de s'imaginer que les meurtriers, les complices des meurtriers sont des débiles mentaux. Hein. Pas du tout. Il y a des meurtriers qui ont un QI qui est bien supérieur à la moyenne, ou même voire un QI normal, parce que les motifs du passage à l'acte, en l'occurrence Fourniret aussi, il devait avoir un QI qui était plutôt élevé. Les motifs du passage à l'acte, ça n'a rien à voir avec ça. Fourniret, il avait besoin de jeunes filles. Ils ont passé un pacte du diable ensemble, et c'est un vrai pacte. Elle lui fournissait... Elle l'aidait à approcher ces petites filles, elle lui préparait les petites filles, et donc leur intelligence, ils l'ont mise au service de leur déviance. De l'horreur, ouais. De l'horreur. Et il y a plein d'autres meurtriers comme ça qui ont des QI élevés. Ce livre est un carton, chers amis. Ça s'appelle L'affaire Jubilard par Elina Rostand, et vous travaillez sur ce livre avec Stéphane Simon, qu'on embrasse. Incroyable, c'est fou le carton que ça fait et l'audience que ça ramène. Je le sais parce que ça a très bien marché quand vous êtes venu sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf. D'ailleurs, on a fait pratiquement une semaine tous les soirs Jubilard. Cette histoire fascine, passionne. Est-ce qu'on saura enfin le fin mot de l'histoire un jour, Dominique, selon vous? Alors pour l'instant, on l'a, le fin mot de l'histoire. La justice a dit que Cédric Jubilard avait tué sa femme. Mais ça, c'est la justice. Il a fait appel. C'est ça. Il a fait appel de sa condamnation. Il va y revenir dans un an et demi. Parce que lui, il lâche rien, lui. Hein. Il lâche absolument rien. Et il ira devant une autre cour d'assises, sans doute avec les mêmes avocats. Est-ce qu'il se tiendra autrement? En tout cas, c'est un homme qui, pour l'instant, nie farouchement, et ne donne pas à la justice les réponses qu'elle aimerait avoir. C'est-à-dire que la justice aimerait que Cédric Jubilard lui réponde « Oui, j'ai tué ma femme ». Mais, et si c'était pas lui? C'est ça. Si c'était pas lui? Alors moi, je suis torturé par cette affaire parce que je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui le coupable. Mais ce que pense Rizet, tout le monde s'en fout. Et si moi j'étais juré d'assises, comme ça, en arrivant, en pensant que c'est lui, avec ce qu'on m'a amené,
Comme dans info. le dossier judiciaire. Ouais. Pas de corps, pas d'aveu, C'est ça le truc. pas de scène de crime. Je serais quand même extrêmement prudent, et c'est pour ça que j'ai dit en direct sur BFM TV, moi je la quitterais. Je serais tellement mal que je la quitterais. Ouais. Alors ça, je me suis fait défoncer sur Ouais. les réseaux sociaux, je les regarde pas. Hein. Quelqu'un les regarde pour moi, moi je les regarde pas. Mais c'est la prudence, juste la prudence. Moi je préfère, je reviens toujours à cette vieille phrase, que s'il est coupable, il soit dehors, plutôt que parce qu'on n'a pas les éléments, plutôt que voilà. Je me suis embrouillé les pieds. Non, bien sûr, non, je comprends ce que vous dites. Et je veux pas qu'on mette, à chaque fois qu'il y a un doute, il faut vraiment, mais vraiment que ce soit pas une simple parole, Voilà. que ça bénéficie à l'accusé. Si on avait fait ça pour Omar Haddad, on n'était pas sûr, Ouais. on se serait pas retrouvé dans cette situation. Si on avait fait ça pour Christian Ranucci, on n'était pas sûr, on serait pas retrouvé dans cette situation. Si on avait fait ça pour Ivan Colonna, on n'était pas vraiment sûr. Ouais, c'est vrai, vous avez On raison. ne se serait pas retrouvé dans cette situation derrière d'essayer de faire entrer une pièce du puzzle qui est pas la bonne. L'affaire Jubilard, un crime parfait, c'est chez Fayard. On enchaîne avec le check-up de la santé. Bon, 66 ans. Bon, vous êtes un beau mec, hein. Ça, on va pas se mentir. Bah, si, vous avez de la prestance et tout. Est-ce que vous faites super gaffe à vous, non? Alors oui, mais depuis 4 mois, là, je suis un peu en souffrance, parce que j'ai eu un accident de moto. Ah merde. Ouais, j'ai eu un accident de moto le 1er juin, je me suis fait renverser dans Paris par un type qui s'est barré. J'ai eu 9 côtes cassées, ça fait très mal. Okay. La clavicule qui me fait super mal encore, épanchement de sang dans les poumons, un orteil broyé. Donc je vais plus à la salle, là, ça fait 4 mois que je vais pas à la salle, je peux pas y aller. J'ai vraiment, je suis encore tout en douleur, je fais plus de bécane parce que j'ai vraiment eu peur. Et j'ai vraiment failli y passer. Vous l'avez pas retrouvé, le mec? Non. Impossible. Non. Et pourtant, avec tous les contacts que vous avez... Avec tous les contacts que j'ai appelé le préfet de police à l'époque, Laurent Nunez, qui m'a dit t'inquiète pas, on va le retrouver, on va tout faire. Ils l'ont pas retrouvé. SMS à Retailleau, le ministre cher Dominique, on va s'en occuper. Ben, ils l'ont pas retrouvé. Ils ont cherché, hein. Ils l'ont pas retrouvé. Donc voilà, je fais moins de sport, mais sinon je fais attention. Tabac? Je fais gaffe. Non. Je fume un cigare de temps en temps. Mais comme Michel Marie. J'en fume, c'est vrai? Moi, je fume des Partagas D4. C'est Jacques Vergès. C'est Jacques Vergès qui m'a fait fumer le cigare. Mais c'est monsieur avec, il n'avait pas ah non, c'était un autre celui-ci. Ah non, lui, c'était l'avocat, qui avait une boule. Non, moi, Jacques Vergès, c'était l'avocat de Kieu Sampan, Pol Pot. C'est vrai qu'ils avaient le même nom. Tous ces personnages peu recommandables c'était un provocateur. C'était l'avocat d'Omar Haddad. Et c'était un provocateur, j'aimais beaucoup. Est-ce que vous avez déjà été protégé par la police, Dominique Rizet? Non, j'ai failli. Ouais. Au moment des attentats. Hyper cachère? Parce qu'il y a eu une polémique à un moment, sur BFM. Oui, il y a eu une polémique, C'était en 2015. Ouais, mais c'est pas pour ça. Non, c'est que des journalistes de BFM avaient été menacés, Rotel Krief, je crois Christine Kelly, non, comment c'est le cas des lunettes, là, comment elle s'appelle? Lunettes en écaille de poisson, là, c'est lunettes. En écaille de poisson, non, comment? Pas en écaille. Ah, Audrey Pulvar. Oui, Audrey Pulvar. Qui maintenant, on écaille de tortue, voilà, ça. de poisson. En écaille de tortue, ouais. Je crois qu'elle avait été protégée. Bon, on me l'avait proposé, et puis j'ai pas voulu. D'accord, voilà. ok. Bon, vous avez déjà eu peur? Oui, il y a des moments où j'ai pas été rassuré au moment des attentats, j'ai pas aimé ce qui se, enfin, oui, je me disais, ils vont faire un journaliste, quoi. Ouais, et vous avez... Imaginez la gueule que ça aurait. Ils tuent un journaliste, ils tuerisaient la gueule de l'antenne de BFM pendant toute une journée. Bah. Ça durerait une journée, hein. Après, c'est bon, fini. Mais pendant une journée, ça, voilà. Donc, ils tuent un journaliste. Ouais, c'est un carton pour eux. Évidemment que ça leur a traversé la tête. Vous avez vu des horreurs, vous, Dominique, qui vous ont perturbé dans votre métier? Des images auxquelles vous avez eu accès, que nous, on verra jamais, par exemple. Oui, dans des dossiers d'instruction, ouais. Dans des dossiers d'instruction, oui, des audios aussi, dans des dossiers. Des audios de quoi? Des audios, Élodie Kulik dans le coffre de la voiture, qui crie, enregistré au téléphone, qui crie parce que elle sait qu'elle va mourir. Des audios du Bataclan. C'est terrifiant. Ah oui. Des audios du Bataclan. J'ai des enregistrements que j'ai auxquels j'ai eu accès. Pas forcément ceux qui sont passés aux assises, hein, qui avaient été diffusés, mais oui. Et puis bon, des photos de dossiers d'instruction qui sont pas jolies, quoi.
Dans l'émission de Cyril Hanouna, c'est vrai qu'on critique pas mal ce qui se passe avec la justice, et notamment, par exemple, avec l'affaire Sarkozy, où on dit que bon, c'est un peu bizarre quand même ce qui s'est passé. Enfin, ça durait très peu de temps. Il y a quand même une volonté d'humilier. Juste en quelques mots, vous avez quel avis sur la justice en France? Est-ce que vous trouvez que franchement, ça part en couille, sincèrement, Dominique Rizet? Je le dirais pas comme ça, mais ça va pas bien du tout. Ça va pas bien. Notre justice va mal. Je pense que notre justice est mal rendue, que notre justice fait mal son travail. Pour plusieurs raisons. D'abord par manque de moyens, parce que on manque de tout, on manque de greffiers, on manque de aussi par conviction politique. Je crois que la justice est de gauche et que les décisions qu'elle prend sont parfois surprenantes. Vous pensez que la justice est de gauche? Je pense que la justice est de gauche, et comme la presse est de gauche. Hein. Ouais. Et je pense que c'est vraiment fondamentalement, un juge d'instruction qui est à l'instruction ne devrait pas avoir le droit d'être syndiqué dans des syndicats aussi violents que le syndicat de la magistrature. Alors, on va m'opposer, mais comment, de quoi, le syndicalisme? Non, 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 non. Ça, c'est pas possible. Ouais, pour une histoire C'est pas possible parce que, à l'évidence, si moi je suis Monsieur Sarkozy et que vous êtes un juge qui va me mettre en examen et que vous appartenez au syndicat de la magistrature, je sais que vous n'allez pas faire que votre travail de juge. C'est pas objectif. Et que vous n'aurez pas que le nez dans le dossier, mais qu'à côté du dossier, vous aurez peut-être un œil qui va loucher sur le bord de la table. Dernière question sur la santé. Est-ce que ça vous a complexé le fait de pas avoir de cheveux? Attendez, je me suis fait remettre des cheveux. Ah bon? Faire mettre des cheveux. Regardez, j'ai une cicatrice là. Ah d'accord. Ah, vous avez fait une implantation? D'accord. J'ai fait, ouais. Alors, l'histoire est marrante. J'étais au Figaro Magazine. Le patron de la rédaction, c'était Gisbert, qui m'a dit un jour, on va faire Franz Olivier. On va faire un spécial homme avec les gens du journal. Il y en a un qui va se faire une liposuction, patron du service photo. Il y en a un qui va se faire enlever un tatouage. Il y en a un qui va se faire remettre des cheveux. Et le garçon qui devait faire remettre des cheveux, c'était Léopold Sanchez, qui était grand reporter. Et puis au dernier moment, il s'est dégonflé. Et moi, j'ai dit, bah, j'y vais. Donc, je suis allé à Marseille. J'ai rencontré le professeur Boutboul, qui avait remis des cheveux à plein de personnalités, dont des chanteurs, des stars. D'accord. Et qui m'a montré son catalogue. Il m'a dit, voilà, je vous fais une estafilade derrière. Je prends 1 centimètre de peau et tous les bulles de cheveux, je les replante. Tout ça, c'est des cheveux qui ont été replantés. Et moi, j'ai fait un article dans le Figaro Magazine. Le deal, c'était, je fais un papier, je raconte comment je suis allé me faire remettre des cheveux. Donc, voilà. Et puis, en fait, ça m'a complexé. Je crois que quand j'avais 30 ans, 35 ans, ça m'emmerdait de perdre mes cheveux. Maintenant, je suis tellement bien comme ça. Après, j'ai fait de la moto. Donc le casque, tout ça. Le casque, c'était tellement bien. Avant, quand j'arrivais, les premiers fait entrer l'accusé, là où on voit que je perds mes cheveux, j'arrivais, alors je remettais les mèches, les trucs. C'était un peu... Et un jour, vous vous êtes dit, allez, je rase tout. Ouais, j'ai dit, c'est bon, j'y vais. Et ça vous a complexé quand même. Bah, ça m'embêtait de perdre mes cheveux, mais comme tous les mecs, hein, je pense que voilà, tous les hommes. Mais là, je suis tellement heureux, mais je suis bien, quoi. Je suis vraiment. C'est génial. Je me passe un coup de tondeuse sur la tête, c'est un grand bonheur. Allez, on passe en mode avion avec Dominique Rizet. Vous avez quoi sur votre téléphone? C'est quoi votre fond d'écran? Un revolver? Non, c'est un mug fait entrer l'accusé. Ah d'accord. On a des mugs, je l'ai fait faire moi-même. Hein, je fais faire des mugs fait entrer l'accusé. Et il est à la maison du coup. Et sur mon fond d'écran, j'ai le mug. Autrement, j'ai mes chiens. Vous avez des demandes complètement dingues sur Instagram? J'ai mes chiens que j'adore. Vos chiens que vous adorez. Ils s'appellent comment? Raja et Raven, c'est 2 malinois. Ah waouh, oh là là, c'est des machines. Ah ça c'est des machines. Je vais me balader dans le bois de Verrières avec personne 2 chiens. Ah non, mais c'est extraordinaire. Personne ne vous emmerde. Vous avez des demandes bizarres, vous avez des demandes en mariage sur Instagram, ce genre de choses? Non, j'ai des folles qui m'ont envoyé des photos de leurs fesses ou de leurs seins, ça m'est arrivé. D'accord. Mais bon, maintenant j'ai trié, quoi. Je fais attention. D'accord. Je fais vachement. Mais ouais, je reçois. Ah, maintenant il y a des gens qui arrivent à voir mon mail. Alors je sais pas comment. Ils doivent récupérer. C'est un mail.bfm? Non. C'est un mail perso? C'est un mail perso. Ah ouais, ça c'est marrant ça. Ouais, je sais pas. Ah bah il y a des fous, hein. Il y a des fous. Et mais bon, c'est gentil quoi. C'est pas méchant, mais ouais, je reçois des trucs un peu bizarres. Escale numéro 6, le 7e ciel avec Dominique Rizet. Bon, une petite photo. Ah, ma bagnole. Ça vous dit quelque chose? Elle est marrante et puis c'est. J'ai failli la vendre lundi. Et elle est pas partie. Elle est pas partie. C'est une quoi? C'est une Austin Healey. Elle est sympa. 3000 NK2.
Et alors c'est marrant. Elle sur appartenait la à Jacques photo, Desange, on parlait de coiffeur. C'est une actrice, si je me trompe pas, enfin qui a joué dans des films. Ouais, si je Comment me elle trompe pas. s'appelle Ouais. S. Je sais plus son prénom, mais ouais, très sympa d'ailleurs, qui fait beaucoup des forêts du livre. Il faut tout qu'on ça. trouve son nom, là, Ouais. on peut pas. Bah là, malheureusement, j'ai oublié. Donc je le mettrai si vous voulez en bas. Votre femme, Katia Oui, Rizet. Katia Rizet. Aucune photo sur internet d'elle. Non. C'est très discret, la Dominique. Ouais, très discret, ouais. Vous n'êtes plus avec elle, hein, c'est ça, c'est terminé. Non, mais on vit plus ensemble. Non, on vit plus ensemble depuis 6 ou 7 ans, mais on Vous n'êtes a. pas divorcé. Non, on n'est pas divorcé. D'accord, donc toujours marié. Toujours marié avec elle. C'est une hôtesse de l'air. D'accord. On a 5 enfants. Donc 5 là, enfants. C'est une hôtesse de l'air. Elle était hôtesse de l'air à Air France. Elle faisait des longs courriers. Et quand elle rentrait parfois le soir, elle sortait de sa poche des cartes de visite que des mecs lui glissaient en lui disant, Madame, si vous avez besoin de quelque chose. Donc elle arrivait et elle posait les cartes de visite sur le plan de travail. C'est drôle ça. C'est drôle. Vos enfants, on a quelques petites photos. Je me trompe pas? Ah, lui, c'est Galahad. Galad. C'est un sportif, il a 30 ans. Il m'a fait l'autre jour, il me dit, regarde papa, il est vraiment taillé. Ouais. Il se met à l'équilibre comme ça et il fait des pompes à l'envers, les pieds en l'air. Oh, il en vache. fait 5-6. Il est balèze. Autre photo. Alors, je sais pas qui c'est, on va voir. Ah bah c'est toujours lui. D'ailleurs, il y a très peu de photos, hein, de manière générale. Vos enfants, vous avez quel rapport avec eux? Parce que je pense qu'ils ont été élevés à la dure, je me trompe. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ouais, je vous sens comme ça. Ouais, il faut que ça marche. Ouais, faut que ça Ouais, roule. ouais. Il y en a un avec qui ça a été compliqué. Le grand, Ouais. Antoine. Ouais, Antoine. c'était un peu compliqué. Il a fallu le. Il était un peu le quoi. tenir un peu. Ouais, il m'a fait 2-3 petits trucs, mais bon, rien de méchant. Hein. Ouais. Mais non, c'est un bon gamin. Ouais, non, on s'entend bien, quoi. On s'entend bien. Alors, Antoine 33, lui, il a 30 ans. C'est un 95, Galahad. Galahad, c'est un beau prénom. Bah c'est magnifique, ouais. Galahad, ouais. Ils ont quel rapport avec la notoriété de leur papa? C'est un truc qui les amuse. Ouais, je crois qu'ils s'en foutent un peu. Ils s'en foutent, ouais. Ouais. De temps en temps, il m'appelle, ils sont dans des soirées. Papa, je te passe quelqu'un qui aime bien tes émissions. D'accord, ok. Mais ouais. Après, il y en a un troisième, Clerval, qui a 25 ans, qui est un amour. C'est celui qui est au milieu, donc D'accord. on est un peu paumé dans. Ouais. Puis après, il y a 2 filles, Petite princesse. Lutas et Olympe. Est-ce que, du coup, vous avez retrouvé quelqu'un, cher Dominique? Ouais, j'ai une chérie. D'accord. J'ai une chérie. Ça s'appelle comment? On peut pas dire. Alors, Ça vous emmerde un peu. Pas de souci. non. T'inquiète, Dominique. C'est une ancienne boxeuse. D'accord, ok. Ok. Championne de France de full contact. Ça fait un petit bout de temps que vous êtes avec? C'est une bagarreuse. Ouais, ça fait un petit peu, ouais. J'adore. Mais ça doit être sympa la vie avec vous. 2-3 ans, ouais. Ouais. C'est sympa parce qu'en fait, elle est, ouais, c'est une ancienne sportive et c'est une fille qui rentre dedans, qui y va, quoi. Un jour, il y a un truc pas sympa dans la rue il y a quelques temps, parce que mon chien était pas attaché. Ouais. Et puis qui a balancé, mais j'ai pas entendu ça. C'est pas parce que vous bossez à la télé, elle l'a fait remonter dans sa bagnole. Ah bon? Ah ouais, vite fait. Mais elle a dit quoi? Elle lui a dit, vous remontez dans votre voiture, elle s'est approchée de lui, je me suis dit, elle va lui coller une droite. C'est énorme! Mais on l'embrasse! Ah ouais. J'adore. J'adore. Vous êtes un... J'ai essayé de boxer avec elle. une Ouais. fois. Mais j'ai essayé, hein. Ça a dû durer 30 secondes. 30 secondes. Ah ouais, 30 secondes. Vous êtes un séducteur, vous? Si, je suis un séducteur, mais je le suis, enfin, non, pas comme ça, non. Je cours pas après les nanas, pas du tout. D'accord, ok. Mais séducteur avec les mecs, séducteur avec tout le monde. Ouais, C'est-à-dire tout le que monde, ouais. c'est comme ça aussi, peut-être que j'ai fait ce boulot. Ouais. C'est, tiens, file-moi une info, allez, file-moi une info, Ouais, sois file-moi un sympa. Et, voilà, je suis séducteur dans ce sens-là, oui. Puis je suis un lion, quoi. J'aime bien les lions. On aime bien plaire, quoi. Mais avec les filles, non, j'ai jamais su m'y prendre avec les filles. D'accord. J'ai jamais dragué des nanas. D'accord. Ah, ça vient toujours à vous. Je sais pas faire. Non, mais je dirais pas ça parce que ce serait prétentieux. Mais j'ai jamais. C'est pas mon souci, quoi. Mon souci dans la vie, c'est d'être bien avec mes potes, quoi. avec vos potes. D'être bien avec mes potes. Les femmes, c'est important. Mais c'est pas ma pas votre priorité. Moi, ma priorité, c'est plutôt mes potes. Dominique Rizet, est-ce que vous avez déjà fait appel à des personnalités dans le milieu de la justice pour un de vos enfants ou pour votre femme, par exemple? Ça vous est arrivé ou C'est pas? une demande d'intervention. Ouais, quelque chose, ouais. Bien sûr, ouais, ça m'est arrivé. Ouais. Ouais. Pourquoi pas? Non, à une époque, on faisait sauter les PV. Ah oui, d'accord. On faisait sauter les PV. Vous connaissez pas ça parce que Non. c'est pas votre génération. Moi, j'en ai fait sauter quand je dis des centaines, c'est peut-être même des milliers. Ah ouais, d'accord. Mais j'en ai fait sauter des PV. Mais dans tous les journaux où j'ai bossé, je m'occupais des affaires de police et de justice. D'accord. J'envoyais des enveloppes de PV à la préfecture de police de Paris et les PV sautaient. Alors il y avait les PV du coursier du Figaro Magazine, Momo, je sais pas ce qu'il est devenu, qui parfois passait au rouge, mais il n'était pas question d'enlever le permis de Momo, c'était le coursier du Figaro D'accord. Magazine. Donc on le faisait sauter. Il y avait des filles lundi matin qui revenaient en disant Dominique,
Figmag. Je me suis garé dans un couloir de bus devant le printemps. J'allais faire un shooting photo. J'allais chercher les cravates Hermès, machin. Alors, c'était des francs encore. C'est à l'époque des francs. J'ai un couloir de bus, 900 francs. Ah ouais, la vache. 900 francs. Ouais. J'ai un PV, donc je mettais ça dans une enveloppe avec un post-it à l'attention du préfet. Et toc, et vous faisiez tout ça. Donc, et ça partait, mais les enveloppes, non, j'en ai fait sauter beaucoup. Des excès de vitesse, oui. Vous êtes fait peur en moto? Ouais. Vous avez été vite? Ouais, j'ai roulé très très vite. Genre 200? Plus. 250? Je suis revenu du Mans, j'étais invité par Yamaha au Grand Prix de France. J'ai fait des essais automoto pendant 10 ans pour un magazine, pour Parcours, le magazine d'Air Inter, qui est distribué dans le InFlight, le magazine InFlight d'Air Inter. Ouais, je suis revenu du Mans et j'ai fait une pointe à 275. Qu'est-ce qui se passe à 275 sur une moto? Faut pas tomber. Mais cette moto était conçue pour rouler vite. D'accord. Donc, mais là, si je me faisais arrêter, je pensais, je sais pas, à cette époque-là, peut-être que je serais passé quand même. Il faisait beau, c'était un dimanche à 11h30, j'avais vu les grands prix du matin, 250, mais pas le grand prix, GP, 500. Et il fallait que je revienne, donc, là, la moindre erreur, c'est le cimetière, quoi. Oui, il faut pas le faire, hein. Il faut pas le faire. Bien sûr. Tout le monde, j'aime bien aussi des gens qui il faut pas le faire et qui l'ont fait. Ouais. Moi, je vous dis, je l'ai fait, voilà, j'ai testé, j'ai vu, faut pas faire. J'ai roulé vite, ouais. Votre rapport avec la police quand vous faites arrêter, c'est sympa? Ah, ils sont sympas. Ils vous adorent, ouais. Ouais. Mais t'es arrivé 2-3 fois de me faire arrêter, police ou gendarmerie, je rentre chez moi, ça va? Ouais, ça va. Vous revenez d'où, là? Ouais, j'étais avec des copains, j'étais avec des potes à eux, et j'étais au pot de la BRI, Vous pouvez conduire, là? Bien sûr que je peux conduire. Bon, allez, hop, allez-y. Allez, hop, ça passe. Donc, les gars se reculent, il dit, voilà, la voiture, la moto, il a soufflé, hop, et je pars. Bon, ils embrassent la police, ils sont les sympas avec moi. Moi aussi, ça m'est arrivé une fois, 2 fois, c'est vrai, de picoler, fallait pas prendre le volant, ils ont toujours été, ils sont cool. Ouais. Donc, c'est sympa, c'est sympa. Il faut pas les agresser, la police, c'est vrai qu'ils se font tellement agresser toute la journée dès qu'on les arrête. C'est horrible, c'est horrible. Les gilets jaunes dans les manifs, les gars qui leur balancent des pavés, et qui viennent ensuite en plateau à BFM. Ah oui, pour ce, Qui leur dit, mais vous pourriez, la manif s'est bien passée, remercier les policiers. Non, je fais pas ça. Pourquoi vous ne les remerciez pas? Je leur dirais, la prochaine fois, ta manif, tu l'as fait tout seul sans policier, tu vas voir ce qui va se passer. C'est une horreur, ouais. La classe à faire avec Dominique Rizet, avant de passer aux zones de turbulence, vous êtes dépensier? Assez. Ouais. Ma voiture, là, c'est une danseuse, hein. Ah ouais? C'est ma maîtresse, cette voiture. Ah ouais, elle coûte très cher? Ouais, elle coûte cher. Ouais. Vous avez mis quoi, le maximum que vous ayez fait en folie dans une bagnole, c'est combien, Dominique Rizet? Celle-ci, là, je dois être à 70-80 000 à peu près. Waouh, ah ouais, quand même. Ouais. Et je voudrais la vendre, mais je la vendrai pas à ce prix-là. Ouais, non, faut la vendre moins cher. Ouais. On vous a déjà volé de l'argent? Oui, on m'a escroqué, mais pas méchant. Un chauffeur de taxi, un Uber, d'accord. qui m'a fait payer. J'ai payé 35 €. Votre code n'est pas passé. Il m'a embourbé 3100 €. Ah, quand même, 3 000 €. Ah ouais, d'accord. Il était condamné et j'ai toujours pas mon pognon. D'accord. Alors que je me réveille. Ah oui, c'était il y a longtemps? Il y a 3 ans, 4 ans. L'endroit où vous avez été le mieux payé en télé, c'était où? C'est BFM. BFM, ok. Non, je dis pas combien. Non, je vous ai pas posé la question. Encore. Vos vacances, elles coûtent cher? Ça peut. Ça peut monter haut? Ouais. Ouais, vous êtes un mec, quand vous faites les trucs, vous les faites, quoi. Vous êtes pas dans oui. Écoute, moi, c'est facile, hein. Profitez de la vie, quoi. Ouais. Je vais résumer ma vie. J'ai 66 ans. J'ai une femme, 5 enfants, on est toujours mariés. J'ai ma chérie. Je pars jamais en vacances. Je pars pas beaucoup en vacances. D'accord. Pas jamais, mais pas beaucoup. Pendant des années, je suis jamais parti. Maintenant, j'arrive à un moment de ma vie où le temps s'accélère et tout se resserre. Profitez. Ouais. Donc, demain, dans 5 ans, je serai plus là. Donc, l'urgence, c'est de faire des choses qui me plaisent. Moi, j'aime bien des week-ends de 3-4 jours, dans des très très beaux hôtels, genre Palace, 3-4 jours. Je suis allé il y a 15 jours au Caudalie à Bordeaux. Magnifique. Smith au Lafitte, Resto Gastro, 2 étoiles. J'ai passé 3 nuits là-bas. Ils sont merveilleux, c'est un endroit magique. J'ai fait un hôtel à Valenciennes, dans un ancien fort qui est fabuleux. Le fort de Sedan. Dans des endroits où je vais à Cherbourg. Cherbourg. Vous avez raison. Il y a des endroits magnifiques. Cherbourg, c'est beau. Vous avez raison, c'est magnifique. Je vais surtout pas sur la Côte d'Azur.
Notre pilote, pourquoi vous aimez pas la Côte d'Azur? Non, c'est pas ça, mais tout le monde y va, quoi. Non, si, j'aime la Côte d'Azur, bien sûr. Mais j'y vais pas, je vais Ouais, vous retrouver aimez tout le monde. tranquille, bah oui. Cherbourg, Sedan, Charleville-Mézières, Charleville, la ville de Rimbaud. Je suis un fan de Vous Rimbaud. adorez ça. Ouais. Mais c'est pas sur. bonjour, Bonjour monsieur Deluxe. Bonjour monsieur Rizet. Bonjour, Bernard. Oh, je suis très content de vous voir. Vous avez vu, j'ai pris des commandes. Hein. Ah oui, j'ai vu En ça. parlant c'est de vrai. commandes, j'ai un service à vous demander, monsieur. C'est vrai. J'ai un de mes rennes qui a eu un petit problème. Oui. Il a franchi un signal rouge. Enfin, il a grillé un stop. Ah, Dominique. Il y a un PV rédigé, oui. Écoutez, voilà. Donc, Si c'est un flash, je peux rien faire. Les flashs ont été pas sautés. Mais si c'est une intervention humaine, si c'est un j'ai un policier ou un autre gendarme. problème. J'en ai un qui a disparu. Comme je sais que vous êtes un Ah peu ouais. enquêteur. Donc voilà, si vous pouviez faire quelque chose. Essayez de le retrouver, on va le chercher, vous allez voir. Merci, mon Père Noël. C'est la zone de turbulence, c'est ça? Oui, alors On oui, s'attache. C'est parti. l'heure. Allez, zone de turbulence avec Dominique Rizet. C'est parti. Quand on s'appelle Dominique Rizet Oui, et qu'on travaille sur BFM, oui. combien on gagne par mois? Secret des sources. Secret des sources. Est-ce que si je dis 15 000 euros par mois, je suis loin ou je suis pas loin, Dominique? Secret des sources. Secret des sources. C'est vraiment impossible. Vous gagnez plus de 10 000 euros, de toute façon. Oui. Plus de 20? Secret des sources. D'accord. Je Donc, m'arrête là. plus de 10 000 euros sur BFM TV. C'est un salaire qui a monté avec les années? Ah oui, c'est normal. Ouais. C'est normal. Là où vous avez été le plus, vous avez été bien payé, je suppose aussi, c'était fait entrer l'accusé. Est-ce que c'était dans ces eaux-là aussi ou c'est encore du secret défense? Aussi? C'est un souci de parler d'argent? Non, c'est pas du tout un souci. C'est pas du tout un souci, mais je pense que, franchement, j'ai pas de problème avec ça. D'accord, ok. Mais on est dans un contexte aujourd'hui qui est tellement compliqué, avec des personnes qui gagnent tellement Très peu peu d'argent. d'argent, bien Moi, sûr. j'ai des potes dans ma Bourgogne là-bas que j'aide. D'accord, ok. Je suis pas un mécène, hein, Ouais. Non, mais mais je les aide et je trouve que ce serait indécent de leur dire ce que je gagne. Je gagne pas des sommes folles. D'accord. Je gagne très correctement ma vie et ça me permet de faire vivre d'autres personnes autour de moi. Le tueur que vous avez rencontré, Dominique Rizet, et qui vous a glacé le sang. Ou la tueuse. Christian Van Geloven, qui avait tué 2 petites filles à Elne, à côté de Perpignan, en 1991. Ingrid Van de Portal et Muriel Sanchez. Pour quelle raison Avec acte de torture et de barbarie. Ouais. Je suis allé aux assises, j'étais assis à côté de lui. Autant Nordal Lelandais, la petite Maëlys, c'est plus contemporain, ça va parler à ceux qui nous écoutent. Est vraiment un type pas sympa, antipathique. Mais Christian Van Geloven, c'était un type qui parlait 4 ou 5 langues, qui était directeur commercial dans une très entreprise, intelligent. qui était un vrai pédophile avéré, dont la femme enseignait le catéchisme, qui avait 2 enfants, qui habitait à Saint-Didier, je crois. Oui, Saint-Didier. Et donc, il y avait tout un tas d'alertes. Sa femme était allée voir le journaliste local, le rédacteur en chef du journal local, en lui disant, oui, mon mari a fait des trucs à la sortie de l'école, mais si vous pouviez ne pas l'écrire, vous comprenez, j'enseigne le catéchisme. Le rédacteur en chef a dit, ok, d'accord, on n'en parle pas. Et le type, quelques temps plus tard, part à Perpignan avec une voiture, embarque les 2 gamines, les massacre, viol avec acte de torture et de barbarie, une horreur. Une horreur. Donc, celui-là, il m'a glacé. La fois où ça s'est mal passé avec un invité ou une invitée sur un plateau de télé. Ouais, un avocat dont j'ai oublié le nom, qui m'a dit un truc un jour à BFM et que j'ai envoyé promener. Est-ce que vous avez déjà parlé de Cyril Hanouna à Monsieur Moretti? Parce que je sais qu'ils s'aiment pas du tout tous les deux. Non. Mais je m'en fous, moi, qu'Éric Dupond-Moretti n'aime pas Hanouna. Il est... Moi, je me suis engueulé avec lui pour des trucs, mais il est soupe au lait, quoi. Donc, D'accord, ouais. là, il a fait une démonstration avec Christian Estrosi à la petite maison à Nice. Ils se sont accrochés. Mais de quoi il a besoin de faire ça? Qu'est-ce qu'il prouve? Voilà. Et c'est votre avis, hein. C'est mon pote, hein, mais je me laisse pas emmerder, hein. Moi, j'ai bien vu ça. Moi, j'ai échangé des SMS il y a pas longtemps, hein, sur un truc. On s'est accroché et je lui ai écrit et tout ministre que tu es, tu vas juste rester à ta place, me foutre la paix et arrêter de m'envoyer des SMS. D'accord, ok. Je dis, voilà, quoi. Ouais, d'accord, ça rigole pas encore. Non, mais je veux dire, je vais pas me laisser emmerder je vais pas me laisser emmerder. Est-ce que vous avez déjà vécu un fait divers? Vécu moi un fait divers? Dans ma sphère, non. La plus grosse connerie que vous avez fait en direct?
Bah, la chambre froide, dire il y aurait une personne. Alors, la phrase c'était, j'ai dit il y aurait une personne dans la chambre froide, mais qui serait sortie. Il y avait 5 personnes qui étaient pas sorties. L'hypercachère. Et ça, vous l'avez beaucoup regretté. Oui, je l'ai regretté. On va fêter bientôt les 20 ans de BFM, et j'en ai parlé, j'en ai reparlé. Maintenant, j'arrive à vivre avec. Il y a un moment, c'était vraiment, ça n'a pas été facile. Ouais. Mais j'arrive à vivre. C'était plus dur, c'était les gens qui vous emmerdaient, quoi. Oui, bah ouais, parce que quand on connaît pas le contexte, on dit oui, il a fait bon. C'est une connerie, quoi. Je devais pas le dire. On remet dans le contexte. En gros, il y avait l'émission. Enfin, vous étiez en direct. En direct. Et vous avez donné des infos qui auraient pu coûter très cher aux gens qui étaient à l'intérieur, en fait. Alors, s'ils regardaient la télé, quoi. J'avais quand même un flic qui m'avait donné cette info. Ouais. Je savais que lui savait qu'il y avait des gens en bas. Donc j'étais pas non plus dans un truc où les gens allaient être en danger, mais en fait il fallait pas le dire. Voilà. Faut faire gaffe. C'est la limite entre l'hyper-médiatisation d'une affaire en cours. En fait. Oui, puis tu vois, c'est que je crois c'est les premiers attentats comme ça qu'on va. Moi, j'avais déjà vécu les attentats de 86, le CSPPA, les attentats de 95, Jamel Bégal, le RER Saint-Michel, mais il n'y avait pas les chaînes d'infos en continu. Les infos, là, on commente en direct. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais fait, et on est les primo-intervenants au niveau de l'info. Donc on a ces infos. Moi j'ai plein de copains flics, plein de copains gendarmes qui m'envoient des infos alors que je suis en direct, je les reçois sur mon téléphone. Je prends des notes de tout ça, et puis faut le savoir pour ceux qui nous écoutent. Charlie, c'est le mercredi à 11h. L'hypercachère, c'est le vendredi après-midi. Je peux vous dire qu'entre le mercredi 11h et le vendredi 16h, j'ai pas beaucoup dormi. Je pense qu'entre le mercredi midi et le samedi midi, j'ai fait de l'antenne tout le temps. Il y a 72 heures, j'ai fait au moins 50 heures d'antenne. À la fin, sans doute plus. Il y a 3 nuits, et ces 3 nuits, ça m'a laissé 7 heures pour partir de BFM y revenir. Et ça, c'était une connerie. Et même à BFM, tous ensemble, on a dit, ça, on le fait plus, on le fera plus jamais. On est dans les nuages. Avant d'atterrir, cher Dominique Rizet, la question c'est, est-ce qu'il y a une personne qui n'est plus là, que vous aimeriez revoir, pardon, et vous lui diriez quoi? J'aimerais bien revoir Jacques Vergès. L'avocat. Ouais. Et j'aimais beaucoup cet avocat. On avait une vraie complicité. Il est venu au baptême de mes enfants. Il est entré dans l'église en me disant, Dominique, les églises c'est pas pour moi, avec son cigare, avec son Partagaz, qu'il a posé dans le bénitier, dans la petite église. Génial. Alors, je vois la locale. Et c'était vraiment un être éclairé. C'était un bel avocat, et j'aimais bien son côté provoque. L'affaire Jubilard, évidemment, collection dirigée par Dominique Rizet et Stéphane Simon. Et il y a aussi, évidemment, Elina Rostand qui est dans ce très très beau livre qui raconte en fait voilà l'histoire. On a votre avis, on a l'avis aussi de Stéphane Simon. Et voilà, c'est très très bien. Ça s'appelle Un crime parfait. C'est chez Fayard. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce Merci jet. Jordan. Merci Monsieur Rizet. C'est un super moment. C'était très sympa. Merci bien. J'espère ne jamais vous rencontrer dans un fait divers. Dans un parking. Ou dans un parking. Attention, je sais me défendre. À bientôt dans le Jet de Luxe. Salut.